Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cours à distance de découverte de l'entreprise. Dans ce 4e chapitre, nous allons étudier la thématique de l'entreprise face au marché. L'entreprise n'est pas un agent passif, elle a un rôle actif d'intervenant dans son milieu économique. Elle construit une stratégie. La stratégie peut être définie comme la façon dont l'entreprise alloue ses ressources dans le but de modifier l'équilibre concurrentiel à son avantage. La stratégie contemporaine des entreprises se décline en deux types de comportements. D'une part, l'entreprise affronte la concurrence, dans un sens quasi militaire. D'autre part, elle constitue un ensemble de modes de coopération avec d'autres entreprises, des alliances, des réseaux par exemple. Commençons donc par le premier type de comportement, l'entreprise qui affronte la concurrence. La concurrence est alors un état du système économique. Elle est souvent envisagée comme quelque chose qu'il faut affronter, une sorte de champ de bataille, où les entreprises développent des stratégies d'opposition pour gagner sur les autres des parts de marché. C'est un jeu à somme nulle à l'intérieur des frontières du secteur. Une sorte d'analyse militaire ressort de cette conception de la concurrence. On a un champ de bataille, c'est le segment stratégique à défendre contre les attaques des concurrents. Il y a des adversaires qui s'affrontent. Le marché à défendre a des contours limités. L'objectif est de mener sur la concurrence des actions stratégiques qui permettront de capter une clientèle fidèle. Des failles sont aussi à exploiter, qui consiste à valoriser les compétences distinctives au détriment des concurrents. L'entreprise recherche donc une position concurrentielle affirmée et durable. Pour cela, elle retient des métiers. Un métier peut être défini comme la maîtrise d'un ensemble de compétences nécessaires pour développer un domaine d'activité donné. Ce sont des savoir-faire techniques, commerciaux, financiers et managériaux. Des activités de même nature peuvent correspondre à des métiers différents. Par exemple, les fabricants de stylos Bic et Waterman ont une activité semblable, mais des métiers différents. L'un étant spécialisé dans des produits jetables, l'autre dans des produits durables. Après avoir retenu des métiers, l'entreprise va identifier des segments stratégiques, c'est-à-dire une sous-partie d'une entreprise dédiée à un marché spécifique. Puis l'entreprise arrête les couples produits-marché, autrement dit des segments de marché définis par le type de produit et par le type de client. La concurrence est également liée au concept de compétitivité. Pour une entreprise, la compétitivité est la capacité à vendre durablement et avec profit ce qu'elle produit. Elle reflète sa position concurrentielle sur un marché face aux concurrents. La compétitivité est mesurée par la part de marché. On peut calculer la part de marché absolue, c'est-à-dire le rapport entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et le chiffre d'affaires du secteur d'activité multiplié par 100. On peut également calculer la part de marché relative, c'est-à-dire le rapport de la part de marché absolue sur celle du concurrent immédiat. L'idée étant alors de mesurer les parts de marché les unes par rapport aux autres. Prenons un exemple pour éclairer notre propos. Soit 4 entreprises avec les chiffres d'affaires suivants. Entreprise A 600, entreprise B 300, entreprise C 240 et entreprise D 60. Le chiffre d'affaires total du secteur s'élève donc à 1200 si l'on additionne les chiffres d'affaires des 4 entreprises. La part de marché absolue de l'entreprise A s'élève à 50%. Pour obtenir 50%, on a fait 600 divisé par 1200 fois 100. On reproduit le même raisonnement pour les autres entreprises, ce qui donne 25% pour l'entreprise B, 20% pour l'entreprise C et 5% seulement pour l'entreprise D. Passons aux parts de marché relatives.
Concernant l'entreprise A, on doit faire le calcul suivant. 50 divisé par 25. 50% c'est la part de marché absolue de l'entreprise A. Et 25% c'est la part de marché absolue du concurrent immédiat, l'entreprise B. Donc la part de marché relative de l'entreprise A est de 2. Pour l'entreprise B, on fait 25 divisé par 20, ce qui donne 1,25. Et enfin, pour l'entreprise C, on fait 20 divisé par 5, ce qui est égal à 4. On distingue habituellement deux types de compétitivité. La compétitivité prix et la compétitivité hors prix. La compétitivité prix est la capacité de produire des biens et des services à des prix inférieurs à ceux des concurrents. Elle dépend donc des coûts de production, c'est-à-dire des prix des consommations intermédiaires, des prix des facteurs de production. Quant à la compétitivité hors prix, elle désigne la capacité à imposer ses produits indépendamment de leur prix. Elle dépend notamment de la qualité des produits, de l'image de marque, de la capacité à s'adapter à la demande. Après avoir défini de manière générale ce qu'est la concurrence, penchons-nous sur les stratégies que les entreprises mettent en œuvre pour faire face à cette concurrence. Les stratégies déployées dépendent de la structure de marché sur laquelle se trouve l'entreprise. Si l'entreprise se trouve sur un marché concurrentiel, sur un marché de type concurrence pure et parfaite, elle ne peut pas déployer de stratégie concurrentielle. L'entreprise est alors un acteur passif, subissant la concurrence. Alors qu'est-ce que la concurrence pure et parfaite ? 5 conditions doivent être réunies pour qu'un marché se trouve en situation de concurrence pure et parfaite. L'atomicité, la fluidité, l'homogénéité, la transparence et la mobilité des facteurs. L'atomicité signifie qu'il existe une multitude d'offreurs et de demandeurs de taille comparable sur le marché. Aucun d'eux ne peut influer sur la détermination du prix du bien. Ce sont des price takers ou preneurs de prix en français. La fluidité implique la libre entrée et la libre sortie du marché. L'homogénéité signifie que les produits sont parfaitement standardisés. Concernant la transparence, les offreurs et demandeurs disposent d'une information parfaite et gratuite sur les conditions de marché et notamment sur les prix. Enfin, la mobilité des facteurs signifie qu'à tout moment, les facteurs de production doivent pouvoir se déplacer d'un marché à l'autre. D'autres structures de marché existent que la concurrence pure et parfaite. Structures de marché sur lesquelles l'entreprise peut cette fois-ci déployer des stratégies. Sur un marché en concurrence imparfaite, c'est-à-dire un marché qui ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la concurrence pure et parfaite, l'entreprise peut disposer d'un pouvoir de marché. Les transactions qu'elle réalise influent sur le prix d'équilibre du marché, car elles représentent un volume significatif sur le total des transactions réalisées. Quand existe un petit nombre d'offreurs, voire un seul, ceux-ci sont des price makers, en français faiseurs de prix. Sur un marché en concurrence imparfaite, l'entreprise peut adopter une stratégie d'évitement des menaces. Elle peut dresser des barrières à l'entrée. L'entreprise contient donc les entrants potentiels grâce à ces barrières à l'entrée, c'est-à-dire des obstacles de toute nature apparaissant sur un secteur d'activité, ou des obstacles mis en place par les entreprises sur un marché pour contrer l'entrée de nouveaux concurrents sur le secteur. De nombreuses barrières à l'entrée sont possibles. Les barrières économiques sont liées aux caractéristiques du produit ou de la production. Par exemple, un volume de production de départ important, une maîtrise parfaite d'une technologie, les effets d'expérience sont des barrières économiques. Les barrières commerciales consistent par exemple à profiter de l'image forte pour une entreprise déjà présente sur le marché ou à pratiquer des prix bas
empêchant les potentiels concurrents d'être compétitifs. Les barrières financières impliquent par exemple une masse critique importante de capitaux nécessaires pour entrer sur un marché. Enfin, on a des barrières politiques, juridiques, fiscales, c'est-à-dire des réglementations de toutes sortes pouvant bloquer ou dissuader d'entrer sur un marché. Intéressons-nous maintenant aux monopoles et aux stratégies possibles dans cette structure de marché spécifique. Le monopole est la situation de marché dans laquelle un seul offreur, un offreur unique d'un bien homogène, est en présence d'un grand nombre d'acheteurs. Le marché est alors soumis aux conditions que lui impose le producteur unique. Celui-ci a une liberté de comportement en matière de fixation du prix et en matière de fixation des quantités produites. 3 stratégies sont possibles pour déterminer sa production. Premièrement, si le monopoleur souhaite maximiser son profit, il fixe un prix supérieur au prix en concurrence. Et il fixe une quantité de production inférieure à la quantité d'équilibre du marché en concurrence. Le monopoleur bénéficie alors d'une rente de monopole, c'est-à-dire la différence entre le profit du monopoleur et le profit qui serait réalisé en concurrence parfaite. Deuxième stratégie possible, le monopoleur souhaite maximiser son chiffre d'affaires. Pour éviter l'apparition de concurrents, il peut viser des profits immédiats moins élevés pour protéger à plus longue échéance son monopole. Enfin, une stratégie de discrimination par les prix peut être adoptée par le monopoleur. Celui-ci utilise son pouvoir de marché pour pratiquer des tarifs différents. Cette différenciation peut être d'ordre temporel. L'entreprise applique alors des tarifs basse saison et haute saison. La différenciation peut être aussi géographique, quand la communication entre les divers marchés, nationaux ou régionaux, est imparfaite. Le monopoleur a alors intérêt à pratiquer des prix différents pour maximiser son profit. Enfin, une différenciation d'ordre socio-économique est possible. Par exemple, la SNCF pratique des tarifs différents pour les jeunes, les personnes âgées, etc. L'oligopole est une structure de marché très fréquente. Il s'agit d'une situation de marché dans laquelle quelques entreprises se trouvent face à une multitude d'acheteurs. Par exemple, le marché automobile, la téléphonie mobile avec Bouygues, Free, Orange et SFR, les constructeurs de smartphones au niveau mondial avec Samsung, Huawei, Apple sont des oligopoles. Le duopole est un cas particulier d'oligopole où 2 offreurs se font face. Par exemple, Airbus et Boeing se partagent le marché de la production d'avions. D'une manière générale, 2 types de comportements sont possibles sur un marché de type oligopolistique. L'entreprise peut adopter un comportement de maître, cherchant à dominer le marché. Ou au contraire, elle peut choisir de se comporter en satellite, en situation de dépendance, s'adaptant aux décisions de ses concurrents. Dans le cadre de ces 2 comportements, l'entreprise peut déployer différentes stratégies. Premièrement, la guerre des prix est envisageable. Prenons l'exemple des opérateurs de téléphonie fixe. Fin 2018, Orange est de loin le premier opérateur, avec 42,1% de part de marché. Suivent Free avec 23,1%, SFR avec 21,5% et Bouygues avec 12,2%. Bouygues est alors un outsider qui lance dès lors une offre moins chère pour conquérir une part de marché plus grande. Des réactions ont alors lieu, notamment de Free, aux décisions de l'entreprise rivale. L'avantage d'une stratégie de guerre des prix est du côté du consommateur qui bénéficie alors de prix assez bas. Au contraire, les inconvénients s'accumulent du côté de l'offre. Une stratégie de guerre des prix peut déboucher sur plusieurs scénarios possibles. Soit sur la faillite de l'une des entreprises, soit sur le contrôle de l'une par l'autre, soit enfin sur l'entente, qui elle est interdite. Une autre stratégie envisageable en situation d'oligopole
et la différenciation des produits. Prenons l'exemple de Benetton dès la fin des années 1980. Benetton est une entreprise marquante, c'est-à-dire une entreprise qui différencie ses produits. Elle se fonde sur une marque incarnant un ensemble de valeurs et de symboles. Dans l'Italie des années 1980, dans une société figée, Benetton entend briser les codes. Porter un pull Benetton revient alors à affirmer une identité des valeurs. La jeunesse, la modernité, l'anticonformisme. Benetton propose un produit chargé de sens. Un pull qui exprime un projet éthique, l'éloge de la différence, tout en espérant bien sûr que le monde entier va s'habiller avec des produits Benetton. Deux moyens sont utilisés par l'entreprise pour différencier ses produits. D'une part, des couleurs vives qui rompent avec la tradition et les produits concurrents aux couleurs ternes. Deuxièmement, Benetton va mener des campagnes de publicité originales, voire provocantes, avec des affiches chocs qui marquent l'histoire de la publicité. Par exemple, un jeune prêtre qui embrasse une jeune nonne, un t-shirt ensanglanté en pleine guerre de Yougoslavie, Obama qui embrasse le dirigeant chinois. Cette stratégie répond à deux objectifs. Un objectif affiché, l'anticonformisme, comme on l'a dit, et un objectif réel, économique celui-là, fidéliser une clientèle. Des ententes entre concurrents peuvent également être conclues sur un marché oligopolistique. On appelle cartel l'entente entre producteurs pour contrôler un marché. L'objectif est de réduire le degré de concurrence pour faire monter artificiellement les prix ou empêcher qu'ils ne baissent. Différents moyens peuvent être utilisés dans le cadre d'un cartel. La fixation directe des prix, la répartition géographique des marchés, la fixation de quotas de production, l'instauration d'un système d'échange d'informations entre les membres du cartel pour s'assurer du comportement loyal des partenaires, donc un échange d'informations sur les volumes de vente, sur la production, les prix, la mise en place de barrières stratégiques pour éviter collectivement l'entrée d'un nouveau concurrent, et enfin la possibilité de créer une organisation qui contrôle le comportement de ses membres. Une organisation qui joue alors le rôle de chef d'orchestre et de police interne, fixant les modalités de fonctionnement du cartel et contrôlant ses membres. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, est un exemple un peu particulier de cartel. C'est une organisation intergouvernementale créée en 1960. Elle regroupe des pays du Proche-Orient, comme l'Arabie Saoudite ou l'Irak, des pays d'Afrique, comme le Nigeria ou l'Algérie, et des pays d'Amérique latine comme le Venezuela. L'OPEP représente plus de 80% des réserves mondiales de pétrole. Elle fixe des quotas de production de barils et un plafond en fonction de la conjoncture internationale. Donc cela a un impact sur le prix. Autre exemple de cartel, Phébus, entre 1924 et 1939. Cette entente concerne le marché de l'ampoule et réunit alors les gros producteurs de l'époque, Philips, Osram et General Electric. Un comité des 1000 heures est mis en place. Le filament de l'ampoule ne devant pas dépasser une durée de vie de 1000 heures. C'est la première initiative d'obsolescence programmée. Des amendes sont imposées aux fabricants qui produisent des ampoules dépassant le seuil des 1000 heures. Enfin, la création d'une demande captive est la dernière stratégie possible pour une entreprise en situation d'oligopole. C'était le cas de Nespresso jusqu'en 2014. Ces machines sont alors incompatibles avec les dosettes d'autres marques et Nespresso menace de défendre juridiquement ses brevets. L'autorité de la concurrence est alors saisie et rend sa décision en avril 2014. Nespresso est contraint de faciliter l'ouverture du secteur. Une série d'engagements est prise. L'abandon de la mention Nespresso Caps Only sur les notices des machines,
le maintien des garanties quelles que soient les marques de capsules utilisées, le partage avec les concurrents des schémas techniques qui assurent le bon fonctionnement de toutes les capsules. Si Nespresso ne respecte pas ses engagements, l'entreprise peut se voir infliger une sanction financière allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires. Enfin, dans ce panorama des situations de marché non concurrentiel, intéressons-nous à la concurrence monopolistique. La concurrence monopolistique consiste en une différenciation sur un marché concurrentiel. Les biens ne sont pas homogènes. Les entreprises se font non seulement concurrence par les prix, mais aussi en différenciant leur offre. C'est une situation hybride comportant des éléments de concurrence parfaite et des éléments de monopole. Plus précisément, 4 conditions doivent être réunies pour être en situation de concurrence monopolistique. Premièrement, la clientèle doit être relativement fidèle. L'entreprise ne subit alors pas le prix du marché, car il y a différenciation. Elle a une certaine latitude pour déterminer le prix et la quantité. Cette première condition nous rapproche du monopole. Deuxièmement, l'entreprise doit faire face à la concurrence d'autres entreprises. Il y a de nombreux autres offreurs sur le marché. Les décisions de chacun d'entre eux sont sans conséquence sur la situation individuelle des concurrents. Cela nous rapproche donc de la concurrence parfaite. Troisièmement, l'entreprise vend des produits de même nature, mais qui sont imparfaitement substituables. Ils répondent à un même besoin, mais ne sont pas parfaitement identiques. Quatrièmement, il y a libre entrée et sortie du secteur. Plusieurs exemples de concurrence monopolistique peuvent être donnés. Dans certains services, comme la restauration ou les stations-service, on peut retrouver des situations de ce type. Dans l'industrie, des cas peuvent être aussi identifiés. Par exemple, dans le domaine des chaussures de sport, il y a différenciation des produits par les marques. Également, dans le secteur des ordinateurs portables, les assembleurs de PC sont assez nombreux. HP, Acer, Lenovo, Asus par exemple. Et ils parviennent à différencier leurs produits. Pour le consommateur, il y a un aspect positif qui découle de la concurrence monopolistique. C'est la diversité des produits disponibles. Mais il y a également un aspect négatif. La situation se rapproche du monopole, donc le prix est plus élevé que sur le marché concurrentiel. Au début de cette vidéo, nous avons affirmé que l'entreprise peut soit s'affronter à la concurrence, soit coopérer avec les entreprises rivales. La compétition entre entreprises n'est pas naturellement garante d'un meilleur niveau de performance pour l'entreprise en position dominante. La coopération permet le renforcement de l'adaptabilité des entreprises les unes vis-à-vis des autres. Elle est considérée comme un jeu à somme positive. Ce que l'un gagne est redistribué vers les autres. Pourquoi les entreprises recherchent-elles des coopérations entre elles ? Quelles sont les motivations de la coopération entre entreprises ? Les entreprises peuvent être à la recherche d'économies d'échelle, surtout quand on se place dans une perspective internationale. Ensuite, autre motivation, elles peuvent ambitionner de mettre en commun des compétences technologiques qui sont difficiles à maîtriser de façon indépendante par une seule entreprise. Également, les entreprises peuvent s'entendre pour faire face au dysfonctionnement du marché. Enfin, il peut s'agir de modifier les règles de la concurrence en vigueur sur le marché concerné, pour par exemple faire diminuer le nombre de concurrents et acquérir une position dominante. Ce type de coopération est une collusion, des ententes illicites, le plus souvent secrètes. On peut distinguer différentes formes de coopération. La coopération peut être temporaire, c'est alors une alliance tactique. Ou durable, on parle alors d'alliance stratégique. Une coopération peut se tisser entre entreprises non concurrentes ou au contraire entre entreprises concurrentes.
Des alliances entre entreprises non concurrentes peuvent se nouer dans le cadre de l'internationalisation. Il peut s'agir d'une alliance avec un partenaire local pour vendre sur un marché étranger ou fabriquer des produits communs. Ceci est assez répandu sur les marchés dits fermés, comme les marchés indiens, russes, chinois ou japonais. Une alliance entre entreprises non concurrentes peut également se réaliser dans le cadre d'une complémentarité client-fournisseur ou dans le cadre d'une alliance intersectorielle pour créer une activité nouvelle pour se diversifier. Quant aux alliances entre entreprises concurrentes, elles peuvent se nouer autour d'un projet concernant l'amont de l'activité. Par exemple, l'Alliance Ameublement est un syndicat professionnel permettant à 10 entreprises de meubles du sud-ouest de la France de négocier et d'acheter ensemble pour réduire leurs coûts. Une coopération entre entreprises rivales peut se faire aussi autour d'un projet de produits communs pour réaliser des économies d'échelle en partageant les coûts fixes et en réunissant les marchés des partenaires. Par exemple, entre 2001 et 2018, PSA et Toyota ont géré une usine commune en République tchèque pour produire des modèles adaptés au marché local. Une coopération plus poussée peut déboucher sur une nouvelle forme d'entreprise, l'entreprise réseau. L'entreprise réseau est un ensemble d'entreprises spécialisées chacune dans un domaine particulier, fourniture, conception, fabrication, commercialisation, et rassemblées par un contrat autour d'un projet. Les membres du réseau bénéficient de l'image et de la puissance du réseau, tout en conservant une marge d'autonomie. Les réseaux tissés peuvent être très divers. On peut les différencier selon la nature des liens entre entreprises. Ces liens peuvent être juridiques, financiers, administratifs, informationnels ou permettre l'organisation de formations communes. On peut également distinguer les réseaux selon leur dimension. Ces réseaux peuvent comprendre 4 ou 5 entreprises ou atteindre une dimension internationale, faisant intervenir de très grands groupes. De plus, les relations entre les membres du réseau peuvent être de différents types. Une organisation verticale implique une hiérarchie avec une tête de réseau. Au contraire, une organisation horizontale n'a pas d'unité dominante. Prenons quelques exemples d'entreprises réseau. Cela peut être le cas d'une grande entreprise qui se désintègre verticalement pour acquérir une plus grande flexibilité. L'entreprise développe alors l'externalisation et se recentre sur son cœur de métier. Autre exemple, celui des réseaux de commercialisation comme les franchises. La franchise est un contrat par lequel une entreprise, appelée le franchiseur, accorde à d'autres entreprises, appelées les franchisés, le droit d'utiliser sa marque, son enseigne et savoir-faire contre une redevance, c'est-à-dire un droit d'entrée et un pourcentage du chiffre d'affaires. Les franchisés bénéficient souvent d'une exclusivité territoriale. Et ce sont des entreprises juridiquement et financièrement distinctes. Enfin, terminons notre chapitre sur une situation particulière découlant de la coopération entre entreprises, la spécialisation flexible. Il s'agit d'un ensemble de petites entreprises qui vont construire, à travers des systèmes transactionnels plutôt informels, des produits destinés au marché. Cela permet de répondre à des demandes instables du marché et de proposer des produits différents ou des variétés de mêmes objets. Chaque entreprise se spécialise sur un segment productif de l'ensemble du produit. Les éléments qu'elles produisent peuvent être utilisés dans la construction de produits différents. La spécialisation flexible a émergé dans une zone géographique précise, l'Émilie-Romagne en Italie. Cette région comprend un chapelet de villes moyennes, Bologne, Modène, Parme par exemple. Y est née une culture entrepreneuriale qui ne peut s'exprimer ni dans le cadre de la grande entreprise, ni à sa périphérie. Cette culture entrepreneuriale ne va pas se développer dans les grandes entreprises, car dans les années 1950-1960, la région
politiquement est trop marqué pour que les grosses firmes et capitaux s'y installent. C'est à l'époque un fief du Parti communiste italien. Cette culture ne se développe pas non plus à la périphérie de la grande entreprise. Les moyens traditionnels nécessaires à la création d'entreprises ne peuvent être mobilisés. Les conditions de domination de la grande entreprise sur ses fournisseurs sont alors trop dures. La spécialisation flexible fait donc le choix de la variété des produits, car il n'est pas possible de concurrencer la grande entreprise au niveau des coûts de production. Un district industriel se crée. Des individus travaillent dans de petites unités, dans lesquelles les liens familiaux ou communautaires sont importants. La recherche d'immédiate efficacité économique dans un contexte difficile est bien sûr une des priorités. Mais il y a aussi une solidarité sociale qui s'exprime dans le sentiment d'appartenance à une même communauté. Ce qui permet de poser différemment la question des relations de travail dans et autour de l'entreprise. Mais le devenir de la spécialisation flexible est fragile. Certaines entreprises moyennes peuvent se constituer en leaders dans les districts industriels, ce qui engendre un déséquilibre du partenariat à leur avantage. Par exemple, Benetton, qui s'est développé dans la région voisine de Vénétie, a pris du poids sur ses partenaires. Une entreprise peut donc finir par dominer les autres, car elle est le moteur d'innovation dans leur gamme de produits. Et voilà, c'est fini pour ce chapitre consacré à l'entreprise et à la concurrence. Nous avons vu, pour synthétiser, que les entreprises peuvent choisir soit d'affronter la concurrence, soit tenter de l'atténuer en coopérant avec leurs rivales.